Donc, on est ensemble parce qu'on a à gérer une violation de données qui a eu lieu sur le logiciel Rendez-vous 360, donc que vous utilisez tous. On est là parce que vous avez reçu ma notification hier soir et que vous avez répondu comme quoi vous étiez concerné. Donc, normalement, euh, toutes les personnes qui sont ici, si je ne fais pas d'erreur, vous m'avez répondu aussi, on s'est eu au téléphone et ou par mail, et vous m'avez communiqué alors la date de l'export frauduleux qui était un dimanche, hein, donc le 9 novembre hein, pour tout le monde, et les horaires c'était entre midi et 17 heures en gros, et vous m'avez donné le nombre de personnes concernées, enfin d'exports concernés par cette violation de données. Donc, euh, à ce stade, alors je ne sais pas si tout le monde avait reçu une notification de rendez-vous 360 à ce sujet. Euh, En fait, nous, on a reçu l'information, ben, c'était avant-hier, je crois, qu'on a eu l'information comme ça, en copie. Donc, on n'a pas pu réagir plus tôt. Euh, Quand vous recevez ce genre de notification, contactez-nous directement parce qu'on n'a pas forcément, nous, l'information. Et en tant que délégué à la protection des données, effectivement, pour pouvoir agir au plus vite, il faut qu'on soit bien sûr averti au plus vite. Donc voilà, bon ça c'était pour le cadre. Donc maintenant, c'est bon pour tout le monde, hein. Tout le monde avait regardé l'export, on est d'accord, hein. Il me semble que c'est bon pour tout le monde, mais ok, je vois, oui, mais pas d'explication. D'accord, oui, oui. Bon, après, nous, ce qui s'est passé, hein, c'est que dès qu'on a reçu cette information, on a essayé de contacter le prestataire qui doit être, comme je vous l'expliquais, submergé d'appels. J'ai eu juste un contact et puis après, j'ai pas pu continuer l'investigation. C'est pour ça que je me suis permise de vous contacter directement hier pour que vous puissiez regarder si vous étiez concerné. Donc, comme c'est le cas, eh ben, je vous propose qu'on commence. Alors, la première étape, alors il y a trois étapes hein, dans la violation de données, dans une violation de données. Et c'est notamment de savoir, bon déjà si c'est bien une violation de données. Donc là, il n'y a pas de doute, hein, vu qu'on a des données personnelles qui ont été bah, volées. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, on est bien en violation de données. Maintenant, ce qu'il va s'agir de faire, c'est de qualifier en fait cette violation de données, c'est-à-dire savoir est-ce que c'est grave ou pas pour les personnes concernées. Donc pour cela, alors je vais vous faire une petite alors, je vais partager mon écran. Alors donc, je vous passe en fait les règles d'obligation de sécurité. Si vous avez des questions à ce sujet, on pourra y revenir, mais là, l'urgence, ça va être de faire l'enregistrement. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que c'est une obligation réglementaire d'assurer la sécurité du traitement. Et c'est pour ça en fait que le responsable du traitement comme le sous-traitant sont obligés en fait de signaler s'il y a un incident de sécurité. Euh, qui se passe. Et donc là, c'est pour ça que Rendez-vous 360 nous ont prévenus. Alors, que faire en cas de violation de données? Donc, bien, on doit identifier la nature de la violation de données. On va le faire ensemble. On doit mettre en place les mesures d'urgence. Alors ça, en fait, c'est pas à nous de le faire. C'est le sous-traitant qui l'a fait et qui nous a déjà indiqué en fait qu'il avait fait ces mesures-là. Donc ça, là-dessus, c'est bon. La violation de données est stoppée. N'empêche qu'il y a eu quand même un export de données. Et donc, il faut l'historiser. Et éventuellement, il y a deux autres étapes. C'est une notification à la CNIL si on estime effectivement que, en fait, il y a un risque pour les personnes concernées. Et éventuellement, troisième étape, prévenir les personnes concernées. Donc, s'il y a un risque élevé pour les personnes concernées, eh bien, dans ce cas-là, on doit prévenir les personnes. Donc, ça, c'est une évaluation, vous allez voir, qu'on va essayer de faire ensemble. Donc ça, c'est les trois étapes, hein. Vous connaissez peut-être déjà ce tableau. En fait, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que, alors s'il n'y a pas vraiment de risque pour les personnes, eh bien, on documente en interne, c'est-à-dire qu'on va enregistrer dans Madis et puis on s'arrête là. Mais si on estime effectivement qu'il y aurait un risque potentiel pour les personnes, ben, dans ce cas-là, on doit faire une notification à la CNIL. Alors, normalement, le délai est de 72 heures. Alors, 72 heures à partir du moment où vous avez pris connaissance, en fait, de cette violation de données. Donc, on peut considérer, alors, si vous avez reçu effectivement
parfois pour certains d'entre vous, un message de rendez-vous 360 le 10 novembre. Normalement, la date limite, c'était le 13. Hein, mais là, en tout cas, pour ceux qui ont pris conscience en fait, de la violation de données hier en recevant notre mail, et ben, dans ce cas-là, c'est à partir de hier. Voilà. Alors, ce qu'il va falloir, c'est, et oui, et donc après, le troisième niveau, pardon, c'est s'il y a un risque élevé pour les personnes, eh bien, on va devoir eh ben, les informer, alors, d'une manière ou d'une autre, en fait, de ce risque. Alors, pour évaluer la gravité, en fait, la gravité représente l'ampleur d'un risque. Elle est essentiellement estimée au regard de la hauteur des impacts potentiels pour les personnes concernées. C'est-à-dire que cet export-là qui s'est passé dans Rendez-vous 360, quel est le risque pour les personnes concernées? Et donc, pour ça, il faut déjà savoir quelles sont les données. Donc, vous n'allez peut-être pas avoir tous exactement le même type de catégorie de données personnelles qui ont été exportées. Donc ça, on va le voir ensemble. Et après, il y a une échelle en fait pour évaluer la gravité. Et l'échelle, alors j'espère que c'est assez lisible. Soit effectivement, on est dans le négligeable. Donc en fait, alors bon, là vous avez plusieurs choses, mais alors exemple d'impact en fait corporel, matériel, moraux. Hein, donc à chaque fois, il y a 3 niveaux. Donc, les personnes concernées ne seront pas impactées ou pourraient connaître quelques désagréments qu'elles surmonteront sans difficulté. Donc là, on est sur le niveau négligeable. Si vous voulez des détails, au niveau corporel, ça peut être une absence de prise en charge de la personne non autonome, par exemple, des maux de tête passagers. Bon, là, on ne va pas être dans ce cas-là. Pour les impacts matériels, de la perte de temps pour réitérer des démarches, de la réception de courriers non sollicités, type spam, réutilisation de données publiées sur des sites internet à des fins de publicité ciblée, de la publicité ciblée pour des produits de consommation courants. Et au niveau des impacts moraux, simple contrariété par rapport à l'information reçue, peur de perdre le contrôle de ces données, sentiment d'atteinte à la vie privée sans préjudice réel ni objectif, intrusion commerciale par exemple, perte de temps pour paramétrer ces données, non-respect de la liberté d'aller et venir en ligne du fait de refus d'accès à un site commercial par exemple. Ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau négligeable. Si on est dans ce niveau-là, effectivement, on peut se limiter à un enregistrement d'homme à 10 et pas aller plus loin. Le deuxième niveau, donc limité, là, on est sur les personnes concernées pourraient connaître des désagréments significatifs qu'elles pourront surmonter malgré quelques difficultés. Donc, au niveau des impacts corporels, affection physique mineure, absence de prise en charge, etc., diffamation, tout ça, je pense que là, il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas de lieu d'être. Après, au niveau des impacts matériels, paiement non prévu, frais supplémentaires, refus d'accès à des services, opportunités de confort perdues, promotion professionnelle manquée, compte à des services en ligne bloqués, réception de courriers ciblés non sollicités susceptibles de nuire à la réputation des personnes, élévation de coûts, données non mises à jour, traitement de données erronées, publicité ciblée en ligne sur un aspect de la vie privée que la personne souhaitait garder confidentiel, etc. Et sur les impacts moraux, refus de continuer à utiliser les systèmes d'information, affection psychologique mineure mais objective, difficultés relationnelles avec l'entourage personnel, sentiment d'atteinte à la vie privée sans préjudice irrémédiable, intimidation sur les réseaux sociaux. Donc là, on est au deuxième niveau qui est le niveau limité. Là, dans ce cas-là, on peut déjà envisager, en fonction en fait, voilà, du contexte, de faire une notification à la CNIL. Quand on est sur le niveau 3 important, les personnes concernées pourraient connaître des conséquences significatives qu'elles devraient pouvoir surmonter, mais avec de difficultés réelles et significative. Donc, au niveau physique, affection physique grave causant un préjudice à long terme ou une altération de l'intégrité corporelle, etc. Sur la partie physique, c'est vrai que je pense qu'on n'est pas trop concerné, mais voilà. Ensuite, détournement d'argent non indemnisé, difficultés financières non temporaires, opportunités ciblées uniques non récurrentes perdues, interdiction bancaire, dégradation de biens, perte de logement, perte d'emploi, séparation ou divorce, perte financière, etc. Bloqué à l'étranger, éventuellement.
Et sur la partie impacts moraux, affections psychologiques graves, dépression, etc., sentiment d'atteinte à la vie privée et préjudice irrémédiable, sentiment de vulnérabilité à la suite d'une assignation en justice, sentiment d'atteinte aux droits fondamentaux, victime de chantage, cyberbullying et harcèlement moral. Ça, c'est le niveau 3. Et enfin, le niveau 4 maximal, les personnes pourraient connaître des conséquences significatives, voire irrémédiables, qu'elles pourraient ne pas surmonter. Donc, sur la partie physique, une affection physique longue durée ou permanente, un décès, etc. Sauf que c'est sur la partie corporelle. Sur les impacts matériels, péril financier, dette importante, impossibilité de travailler, impossibilité de se reloger, perte de preuves, perte d'accès à une infrastructure vitale et impacts moraux, affections psychologiques de longue durée ou permanente, sanctions pénales, enlèvement, perte de lien familial, impossibilité d'ester en justice, changement de statut administratif ou perte d'autonomie juridique. Voilà, donc là on est sur le niveau maximal. Donc je vous ai balayé tout ça parce qu'effectivement il va falloir la qualifier, cette violation de données. Voilà. Alors, j'arrête ce partage, je voulais au moins vous montrer ça. Je regarde si j'ai pas des remarques depuis par rapport à ça. Alors là déjà, alors avec ce que je viens de vous présenter, est-ce que vous arrivez un peu à situer la violation de données? Oui, oui. Alors pour la question, est-ce que vous pourrez avoir mon support? Oui, vous allez avoir plein de documentation que je vais vous transmettre hein, à cette suite-là et aussi l'enregistrement, bien sûr. D'accord, donc vous êtes au niveau 1. Alors oui, moi je pense qu'en fait on est soit effectivement dans le niveau 1, soit dans le niveau 2. Et ça, pour ça, on va en parler parce que... D'accord, ok. Donc, eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est à vous connecter à Madis et puis on va faire... Alors là, vous devez voir en fait ma page Madis. Voilà. Alors, nous aussi. Alors, en fait, je regarde un nom, prénom, code postal, ville, numéro de téléphone et mail pour ceux qui ont pris rendez-vous en ligne. Alors, c'est vrai que, en effet, hein, et dans le bulletin hein, de sécurité hein, du 13 novembre de rendez-vous 360, ce qu'ils nous ont envoyé, je ne sais pas si vous avez pris le temps de le lire, mais effectivement, ils indiquent, ils estiment aussi qu'on est en niveau 1, parce qu'effectivement, il n'y a que des noms, prénoms, email, éventuellement adresse et numéro de téléphone. Donc, a priori, c'est vrai que ce ne sont pas des données sensibles. Et au regard de ce qu'on vient de voir, on n'est pas sur quelque chose, en tout cas, on n'est pas dans le niveau important et ni, je pense, important ni maximal. Je pense pas. Par contre, alors moi, là, enfin, ça, je vais vous laisser évaluer, vous, à votre niveau. Mais à mon avis, on est soit dans le négligeable, soit dans le limité. Alors pourquoi on pourrait être aussi dans le limité? Mais ça, c'est vous qui allez faire cette analyse aussi avec vos données. C'est parce que même si ce ne sont pas des données sensibles, cet outil, et là vous me dites hein, si je me trompe ou pas parce que je ne connais pas forcément l'outil, il sert essentiellement à prendre des rendez-vous pour des cartes d'identité ou des passeports. Et donc, dans ce cadre-là, le risque, c'est que les pirates utilisent ces données-là en se faisant passer éventuellement par la mairie, justement, et de pouvoir, pour le coup, demander d'autres données aux personnes, à des personnes qui pourraient donner peut-être des copies de cartes d'identité ou de passeport ou de données beaucoup plus sensibles. Donc, en fait, c'est pas un impact limité direct, mais plutôt indirect sur lequel il faut être prudent. Voilà. Donc, moi, je vous donne tous les éléments, mais après, c'est vous, effectivement, qui faites l'analyse. Hein. Alors, je regarde en fait ce que vous me notez. Vous, niveau 1, nous aussi, nom, prénom, code postal, ville, numéro de téléphone, mail pour ceux qui ont pris rendez-vous en ligne. Rendez-vous, oui, enjeu d'image de la commune. Alors oui, ça, on va en parler aussi. On va parler hein, sur l'histoire justement de l'image de la commune et c'est pour ça que effectivement, en fonction des 3 niveaux, il faudra bien évaluer en fait ce qui est nécessaire ou non.
Ce qui est sûr, oui, voilà, il n'y a pas. Alors, vous avez raison d'indiquer, c'est une application de prise de rendez-vous uniquement, aucun échange de documents dessus. Donc, ça, c'est très bien, c'est ce qui est rassurant. Est-ce que il y a d'autres thématiques à part les cartes d'identité et les passeports? Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui peuvent être utilisées avec cet outil parmi vous? Vous l'utilisez pour d'autres rendez-vous, par exemple? Pas d'autres thématiques, ok, d'accord. Je regarde ce que chacun peut indiquer. Alors, non plus. Ok, d'accord. Ok. Alors, bah, je vous invite à vous connecter à Madis. Vous me dites quand vous êtes prêts. Pour ceux qui ne peuvent pas se connecter dans l'immédiat, c'est pas grave. Effectivement, vous aurez après toute la procédure hein, pour le faire ultérieurement. Et je pense que, comme je vous disais, je pense que je vais faire un autre webinaire lundi. Donc, au pire, il y aura aussi ce webinaire-là. Alors, la date de la violation, ici, alors, pardon, je suis allée un peu vite. En fait, quand vous arrivez, quand vous êtes connecté, vous avez votre tableau de bord ici. Et donc, vous allez aller sur le menu de gauche, ici, dans Violation. Dans Violation, alors, soit vous en avez déjà, etc., soit vous cliquez ici sur Nouvelle violation. Alors, moi, j'avais déjà commencé à l'enregistrer, c'est pour ça que je vais dessus, mais autrement, on clique bien sur Nouvelle violation. Donc, à la date de violation ici, eh bien, en fait, vous prenez ici la date à laquelle vous avez constaté l'événement. Ah, Donc, c'est bien. Hier. il y a des questions? Non? Ok. Alors, donc, par exemple, ben, si vous avez pris connaissance du mail ce matin, ben, vous mettez ce matin. Si c'était hier, c'était hier. Alors, la date de l'export, alors on me dit, est-ce que c'est pas la date de l'export? Ça, c'est la vraie date, effectivement, de la violation. Ici, nous, dans le logiciel, on va le noter, je crois, quelque part ailleurs, je sais plus où, D'accord. mais voilà, voilà. Mais effectivement, il y a deux choses. Il y a la date, effectivement, de la réelle violation de données, qui va être là pour vous tous, hein, le 9 novembre. Mais là, en fait, vous avez constaté en fait les éléments bah, hier ou ce matin. Pour ceux qui ont service, peut-être que vous l'avez pas, hein. Pour ceux qui ont service, vous pouvez mettre, je sais pas, état civil, etc. Enfin, voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est pas très grave. Ici, on coche pas cette case parce que la violation de données est terminée. C'est-à-dire qu'en fait, les mesures ont été mises en place pour stopper en fait le problème. Au niveau de la nature de la violation, alors comme c'était indiqué, et puis de toute façon, il n'y a pas d'autre niveau, je pense, là, c'est une perte de confidentialité. Donc, dans nature de la violation, on va cocher perte de confidentialité. L'origine de la perte des données. Donc ici, vous avez un menu déroulant. Alors, vous pourriez vous limiter à piratage, logiciel malveillant, hameçonnage, même si ce n'est pas tout à fait juste, je trouve. Vous pouvez aussi, alors je ne sais même pas si on a autre. Non, il n'y a pas autre. Bon, donc on peut laisser là-dessus. Bon, ça c'est pour vous avoir. De toute façon, ce registre, il reste interne, hein. Donc après, on va avoir des commentaires ici qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin dans la description. La cause de la violation, alors là, pour le coup, c'est un acte externe malveillant, hein, ça ne doit pas être accidentel a priori. La nature des données, donc là, ici, on coche bah, coordonnées, coordonnées. Et puis, bah, je pense que c'est tout. Voilà. La catégorie de personnes concernées, bah, on va dire, alors là, il y a utilisateur, hein, mais Client. bon, si ça vous parle plus, oui. Alors le problème là, c'est qu'on a des éléments à cocher, hein, alors qu'en fait, c'est plutôt des administrés. Alors ça, dans le modèle de déclaration de la CNIL, c'est beaucoup plus facile à rédiger. Alors le nombre approximatif d'enregistrement. Alors l'enregistrement, on va considérer que c'est l'export, donc il y en a un a priori, ou deux parfois. Mais on va dire là, c'est voilà, c'est un nombre faible. Par contre, le nombre approximatif de personnes concernées par la violation, ça, c'est les éléments que vous m'avez donnés par téléphone là ou par mail. Donc, ben, en fonction, vous devez avoir. Alors ça, c'est
2330. Voilà, par exemple, oui, c'est ce que vous avez en nombre d'éléments. Vous savez, hein, quand vous allez dans l'outil, dans import-export, vous avez les données qui sont exportées, le nombre d'éléments, et c'est ça, hein, le nombre d'éléments qui va vous donner l'indication ici. Donc, je sais pas, je mets... ah, ça veut pas, il veut pas, moi, le faire. Allez, je mets 1450. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ici? Donc ça, vous le notez ici. Ensuite, à éléments associés, eh bien, vous allez avoir, vous prenez ici le menu déroulant et vous prenez le traitement qui est associé. Donc là, par exemple, gestion des cartes d'identité et passeport. Alors, le sous-traitant, c'est pas Soluris. Alors, c'est bon pour vous? Alors, vous n'avez pas créé ce traitement, d'accord. Donc là, pour l'instant, vous ne l'associez pas. Il faudra créer le traitement et vous l'associerez plus tard. Même chose pour les sous-traitants et logiciels et supports. Alors, logiciel et support, tout le monde l'a pas, hein. C'est pas très grave parce que c'est une option en fait qui existe depuis quelques mois et qu'on n'a pas forcément activé pour tout le monde, donc c'est pas très, très grave. Le sous-traitant, en fait, là, c'est pareil. Si vous ne l'avez pas encore identifié, c'est pas grave. Faudra, vous savez, hein, vous pouvez l'identifier ici dans sous-traitant. Donc, vous enregistrez ici. Là, si vous associez pas les éléments, c'est pas très grave, ça ne sera pas bloquant. Voilà. D'accord. Donc, la nature des impacts potentiels. Alors, On est où? alors ça peut... Là, vous êtes sur la droite. Conséquences de la violation. C'est bon pour vous? Alors, il peut y avoir peut-être une perte de contrôle hein, sur les données personnelles. Ouais. Après, limitation des droits. Alors, vol d'identité, Oh, je ne sais pas. En fait, moi, je pense que avec les données qui ont été exfiltrées et le contexte de ce logiciel qui sert principalement en fait à prendre des rendez-vous pour des cartes d'identité et passeports, le risque effectivement, c'est ce qu'on appelle de l'hameçonnage, du phishing, c'est-à-dire que ouais. les pirates en fait se fassent passer pour la mairie ou un service voilà de la mairie pour les cartes cartes d'identité pardon ou passeports et demandent aux personnes des pièces complémentaires pour faire avancer le dossier, par exemple. Voyez et donc là, dans ce cadre, ça pourrait aller plus loin dans le vol d'identité. Donc ça, moi, c'est vrai que bon, moi, je le cocherai, mais c'est à vous aussi d'essayer d'évaluer les éléments. Et après, levée de nom, perte financière, atteinte à la réputation, perte de confidentialité de données protégées par un secret professionnel. Voilà. Mais on peut mettre autre dans tous les cas pour pouvoir apporter quelques précisions. Alors, le niveau de gravité, alors vous m'avez tous indiqué que vous étiez en négligeable. Bon, vous évaluez en fait voilà, en fonction des éléments que je vous ai donnés. De toute façon, je vous redonnerai le PowerPoint et puis vous pourrez aussi regarder à tête reposée avec peut-être aussi le responsable de traitement, hein, le maire, pour voir aussi avec lui ce qu'il en pense, parce que bon, il y a peut-être des conséquences en fonction des communications que vous voulez faire. Moi, j'aurais mis plutôt limité parce que pour moi, on est quand même sur un niveau au-dessus parce que dans l'immédiat, ces données-là, effectivement, sont que des données, on va dire, postales, téléphoniques et mail, mais elles peuvent engendrer en fait des conséquences plus graves si jamais, effectivement, et c'est certainement l'objet de l'export, elles sont utilisées pour du phishing. Donc, voilà, je vous laisse cocher ce qui vous semble le plus pertinent. Communication aux personnes concernées. Donc là, est-ce que, alors, ce que vous remplissez là, hein, comme on peut revenir dessus, hein, voilà, vous pouvez faire un premier jet et puis y revenir après à tête reposée. Est-ce que les personnes vont être contactées ou pas? Si elles sont contactées, si par exemple vous choisissiez de prévenir les personnes,
voilà ce qu'il faudrait pouvoir leur dire. Parce que le risque, en fait, dans cette violation de données, c'est des possibles sollicitations indésirables, genre, spam, démarchage, des tentatives de phishing ciblées sur les coordonnées de contact, donc c'est ce que je vous disais. Alors, ça, c'est ce qu'a noté, le fournisseur, donc pas d'usurpation d'identité possible, pas d'exposition d'informations sensibles financières ou administratives. Ça, je suis d'accord sur, les informations sensibles financières ou administratives. Par contre, je suis prudente sur la partie usurpation d'identité pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure. C'est-à-dire dans l'immédiat, non, mais autrement, dans un deuxième temps, c'est possible. Je vois une question, on peut en cocher plusieurs. Sur les impacts, oui, hein, vous pouvez, si c'est des impacts que la question était, oui, vous pouvez cocher plusieurs impacts. Donc ça, c'est vraiment les éléments. Pour moi, ça, je vais l'enlever, par exemple, et je vais laisser. Moi, je vais noter. Oui, Je vais noter comme ça. Voilà. je suis en visio. Je suis en visio. Alors, ensuite, est-ce que c'est bon pour les communications? J'attends, je regarde en fait ce que vous écrivez. Ouais, ok. Alors, il y a un petit décalage entre le moment où je parle et... En visio. Ah oui, alors comment joindre les personnes concernées? Alors, si vous décidiez effectivement de joindre les personnes concernées, le mieux, c'est de demander à Rendez-vous 360 de vous aider dans cette démarche-là, parce que eux, ils le proposent. C'est-à-dire que eux, ils indiquent de rester sur le premier niveau, mais que si vous décidiez de prévenir les usagers, ils peuvent faire cette démarche en votre nom. C'est-à-dire qu'ils pourraient contacter les personnes pour vous. Mais ça, en fait, il va falloir le décider. Donc là, après, alors dans l'ordre, hein, donc cet enregistrement-là qu'on fait, après déclaration à la CNIL et après personne concernée. Si vous choisissez effectivement de le faire, il faut pouvoir contacter Rendez-vous 360 pour qu'ils puissent contacter les personnes pour vous, prévenir les personnes pour vous. Et il propose, je vais vous donner tous ces modèles, un modèle de communication qui propose en fait d'envoyer. Voilà. Donc tout ça, hein, je vais vous le donner là dans le chat. Et puis si vous n'arrivez pas à le télécharger dans le chat, je pourrais vous l'envoyer par mail. Hein, pas de souci. Donc, c'est bien le sous-traitant. Alors, attendez, je reprends. Oui, ça me semble logique qu'il gère cette démarche. Oui. Il est peut-être plus opportun de faire un message d'information sur nos réseaux sociaux. Alors ça, c'est à voir préalablement avec le responsable de traitement, parce que effectivement, c'est lorsqu'on fait une communication comme ça, il faut bien prendre en compte les conséquences. Voilà. Parce que combien il y a de personnes qui sont concernées par ça? Alors en fonction, hein, c'est vrai que si vous avez beaucoup de personnes et que vous souhaitez les informer comme ça, bah, pourquoi pas? Mais c'est à prendre en compte sous la responsabilité du maire, en fait, de pouvoir faire ça. Et après, je vois, c'est le sous-traitant qui pourrait faire cette information auprès des personnes concernées, oui, et puis c'est logique, effectivement, qu'ils prennent en charge cette partie-là. Voilà. Alors, beaucoup des gens hors commune pour nous. Ah ouais. Mais oui, alors ça, j'ai appris ça effectivement, que vous n'avez pas forcément que des administrés de la commune, puisque vous pouvez, je n'ai pas créé ce traitement de caméra. Oui, d'accord, ok. Ah oui. Oui, donc vous dites qu'il y a en plus des administrés, vous avez des personnes qui peuvent être externes à la commune, donc ça, effectivement, c'est compliqué. Et vous n'avez peut-être pas forcément
systématiquement un email. Je ne sais pas, en fait, c'est en fonction. Si vous avez un email, effectivement, c'est plus facile d'envoyer une communication ciblée. Moi, par contre, ce que je vous recommande, si vous souhaitez communiquer aux personnes concernées, c'est de faire une communication ciblée pour pas, voilà, juste téléphone, ouais. Ouais, numéro de téléphone. Oui. Alors on me dit, ceux qui ont pris un rendez-vous en ligne, on a un mail. Donc, du coup, il y a que ceux qui ont pris un rendez-vous en ligne, qui sont concernés, je pense. À moins que vous saisissiez cet outil, tous les autres rendez-vous? Ah d'accord, OK. Ah OK. Donc vous saisissez aussi, ah oui d'accord, les rendez-vous, dedans. OK, donc il y a tous les rendez-vous. Alors dans ce cas-là, effectivement, bah, soit effectivement, vous pouvez leur envoyer un email, soit en fait, par, l'adresse postale si vous l'avez. Heu, ouais. En fait, voilà, faut essayer de voir, la meilleure méthode, voilà, de méthode quand on, ouais, en fonction mail ou adresse pour les informer de ça. Et ça dépend bien sûr aussi du nombre de personnes concernées, d'où, le fait, de demander, ouais, d'où le fait de demander en fait à l'opérateur de faire, cette, communication. Je vais vous en parler après. On va terminer là, si vous voulez bien, en fait, la déclaration Oui. l'enregistrement dans Madis. Donc au niveau des mesures techniques et organisationnelles, donc ça, j'ai marqué voir bulletin de sécurité, c'est le document que je vais vous donner. En fait, ils indiquent, hem, qu'ils ont déclenché, en fait, une série d'actions de sécurisation très concrètes, Mmh. et ces actions-là, je les ai quelque part. Alors, je les ai notées, alors, voilà, ils ont en fait, lorsqu'ils se sont rendus compte, hein, de la violation de données le 12, ils ont réinitialisé, les mots de passe administrateurs internes, donc avec un durcissement en fait, de la robustesse du mot de passe, un formatage de l'ordinateur utilisé par le salarié dont le compte a été compromis. Hem, Ils ont ajouté une protection complémentaire sur les interfaces internes sensibles, ils ont réinitialisé des sessions, ils ont fait une analyse, pardon, approfondie des journaux pour déterminer le périmètre et les actions de l'intrus, renforcer des mécanismes d'alerte et de supervision, un déploiement d'une MFA, c'est les, authentifications multifacteurs, en fait, pour les administrateurs, pardon, internes. Hem Et donc, bon, l'inscription de l'incident au registre des violations de données, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train aussi d'évaluer le niveau de risque pour les usagers. Et donc là, la dernière étape, échange avec le sous-traitant pour obtenir les détails techniques et les mesures correctives. Bon, bah là, c'est ce qu'on va essayer de faire avec eux, mais on a déjà tout un ensemble d'éléments. Donc le bulletin de sécurité, je vais vous le donner et on pourra le joindre après dans les preuves et on l'associera en fait à cette violation de données. Alors, moi ce que je conseille, c'est, vous verrez pour, déclarer auprès des personnes concernées si vous souhaitez le faire ou pas et mais ce que je conseille, c'est de le notifier quand même à la CNIL. Même si effectivement on est sur un niveau qui est assez faible, je pense que ça pourrait avoir des conséquences parce que vous allez avoir des personnes, voilà, qui vont être, très vigilantes sur l'hameçonnage et cetera, et puis d'autres peut-être moins et ça peut créer quand même, à mon avis, des soucis. Donc, moi je suggère de faire quand même une notification à la CNIL. Là, vous pouvez noter des précisions, hein, sur les notifications et les commentaires, en fait, voilà, j'ai mis voir pièce en preuve, c'est-à-dire que moi, je vais vous donner plusieurs éléments, qui vont vous permettre de faire la suite. Alors et là, on n'oublie pas, hein, quand on a terminé de faire modifier, enregistrer la violation. Moi, je mets modifier parce que je l'ai déjà faite, mais vous, ça doit être, enregistré, voilà. En tout cas, c'est le bouton bleu, ça, c'est sûr.
Alors, je sais, hein, oui, pour certaines communes, qu'il y a beaucoup oui, d'éléments concernés, beaucoup de personnes concernées. Et c'est pour ça qu'au vu du volume, moi, je conseille vraiment de faire la notification à la CNIL. Ça peut vous permettre aussi, en fait, en cas de problème futur, d'avoir quand même un justificatif de vos démarches auprès de la CNIL de transparence. Donc, c'est pour ça que moi, je le préconiserai. Alors, au niveau des preuves, alors ce que je vais faire, alors, je vais essayer de faire quelque chose. Je ne vois pas bien, j'ai le soleil dans les yeux. On ne va pas se plaindre de ça, mais alors, les documents. Je vais vous donner les documents concernant justement cette violation de données. Le bulletin de sécurité. Alors, il est où? Il est là. Il est où? Alors, attendez, je vais essayer de vous joindre en fait les documents Mais où? dans le chat, mais vous ne les avez pas encore. Hum. C'est pour ça, ne les cherchez pas. J'essaye juste de faire une petite manip. Alors, est-ce que ça marche? Ça n'a pas l'air. Non, Non. moi je l'ai. Alors, attendez, je vais essayer autrement. Alors. C'est pareil. Tout. Bon, je n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, bon, si ça ne marche pas, c'est pas grave. Bon, j'y arrive pas. Alors, c'est pas grave. Ce que je vais faire, comme je sais quelles sont les collectivités concernées, je vais vous mettre dans les preuves. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le modèle de démo et je vais le faire dans vos collectivités directement, enfin sur votre compte Madis. Et je vais mettre alors ça, je vais partager l'écran. Ah, vous le voyez toujours là, mon partage là? Vous voyez toujours Madis? Oui, vous voyez. Donc là, ici, dans Preuve, je vais aller sur vos comptes. J'ai la possibilité d'aller sur vos comptes et je vais vous mettre le bulletin de sécurité. Donc ça, c'est l'avis que vous avez dû recevoir par mail, en fait. Normalement, vous devriez l'avoir tous reçu. Mais je vais vous le remettre, en fait, dedans. Vous avez ici un modèle de déclaration à la CNIL qui est proposé par le sous-traitant. Mais je vais vous montrer, moi, ce que je vous propose aussi. Et puis, un modèle de mail aussi pour prévenir les usagers. Donc ça, c'est des modèles. Vous n'êtes pas obligé de les suivre, mais c'est des modèles qui peuvent vous permettre en fait quand même de bien rédiger les choses. Pour la déclaration à la CNIL, je vais vous rajouter aussi un document. Parce que alors ça, ce sont les éléments qui ont été remis par Rendez-vous 360. Je vais vous le faire dans la journée, hein, vous inquiétez pas, je vais vous le faire au plus vite. Voilà, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est un document que je vais vous remettre également et qui permet, en fait, si vous souhaitez faire une notification à la CNIL, alors je ne sais pas si vous voyez là le document, peut-être pas, non, je crois pas. Non, alors attendez, je le repartage. Ah. Alors, hop. Alors, est-ce que vous voyez? C'est bon? Alors voilà, donc ça c'est un modèle, ce qui s'appelle un document d'aide à la préparation d'une notification. Je vous recommande, en fait, je vais vous le donner comme ça avec les éléments en fluo là pour vous guider. Quand vous avez rempli ça, en fait, ça va vous aider vraiment à faire la notification. Après, la télédéclaration, elle est facile à faire en ligne hein, auprès de la CNIL.
Donc, en fait, ce document, vous allez, en fait, en type de notification, alors, vous avez trois possibilités, hein, notification complète, initiale, complémentaire. Si vous faites une notification complète, ça veut dire que vous allez faire la notification et puis elle va être considérée comme terminée lorsque vous allez le faire. Et la notification initiale, c'est vous commencez une notification et vous vous autorisez en fait à apporter des compléments si vous n'avez pas suffisamment d'éléments. Alors, j'ai une question. Je ne comprends pas pourquoi nous avons un modèle d'info aux usagers. Oui, ben parce qu'en fait, alors, la question, c'est je ne comprends pas pourquoi nous avons un modèle d'info aux usagers si c'est Rendez-vous 360 qui se charge de prévenir les usagers. En fait, vous avez le choix de le faire vous-même ou de demander à Rendez-vous 360 de le faire. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Il vous propose un modèle que vous choisissez de leur faire communiquer ou pas. C'est-à-dire, vous pouvez très bien choisir de modifier ce modèle et leur demander de faire le modèle modifié ou un autre modèle. Donc, en fait, ils vous font une proposition de modèle, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre. Voilà pourquoi, en fait, vous avez ce modèle-là. Moi, je l'ai lu, je le trouve assez bien rédigé, mais en fonction des échanges qu'on a aujourd'hui, c'est à vous de le mettre vraiment voilà, à votre sauce et puis de le faire relire et valider par monsieur ou madame le maire si vous souhaitez faire cette communication. En tout cas, l'étape en tout cas que moi je recommande au minimum, hein, c'est cette déclaration-là. Donc, comme je vous disais, hein, soit vous faites notification complète parce que là, on considère que c'est terminé, il n'y aura pas d'informations supplémentaires, soit vous faites notification initiale. Moi, je fais souvent notification initiale parce que je m'autorise toujours peut-être à avoir des compléments d'informations. Voilà. Mais en tout cas, si vous faites une notification initiale, ça veut dire qu'il faut que vous la complétiez très rapidement. Par exemple, vous pourriez très bien vous dire, bah, je fais la notification initiale aujourd'hui, puis je la termine lundi. Mais il ne faut pas la laisser traîner après. Euh, alors, je regarde très longtemps. Alors, je demande à mes collègues, vous allez le notifier aux usagers? C'est quoi la question? Je ne comprends pas la question. Je demande à mes collègues, vous allez le notifier aux usagers? Le maire voudrait sur le principe, oui, via mais pas en direct. OK. D'accord. Ah oui, c'est que vous avez pu déjà interroger votre maire. Je pense demander de le faire pour nous. Oui. OK. Bon, bah oui, oui, vous avez raison. Alors, j'espère que vous allez réussir. Le mieux, c'est leur faire un mail, hein. Un mail pour avoir une trace écrite que vous allez leur demander de gérer ça. Et il vaut mieux que ce soit ciblé parce qu'effectivement, sur les espaces plus larges comme des réseaux sociaux ou un site internet, vous allez toucher tout le monde. Du coup, bah, vous allez alerter des personnes qui ne sont pas forcément concernées. Donc, il vaut mieux que ce soit ciblé si c'est possible, hein. Euh, voilà. En fait, et dans le message, hein, le message, c'est un message de transparence et d'expliquer en fait que il n'y a pas de conséquences directes immédiates, mais vous prévenez les personnes pour qu'elles soient vigilantes parce qu'elles risquent d'être démarchées. Il y a une question? Non. Alors, je vous montre la notification de violation de données. Donc voilà, hein, comme je vous disais, soit vous prenez le temps aujourd'hui, vous pouvez faire la notification complète, soit vous faites une initiale, mais vous la bouclez très rapidement, c'est-à-dire vous faites la notification complémentaire dans les jours qui suivent, genre lundi ou mardi, pour pas laisser traîner la déclaration. Le type de notification, donc là, le numéro sirène, ça c'est le vôtre, vos coordonnées, etc. Bon, bah ça, je vous laisserai le remplir. Les coordonnées du responsable légal, donc là, vous mettrez hein, le maire, donc c'est pour ça que, voilà. Les personnes à contacter afin d'obtenir plus d'informations, bon, bah ça c'est vous, parce que c'est vous qui suivez le sujet, hein, voilà. Les autres organismes impliqués, indiqués ici, si d'autres sociétés ou organisations sont impliquées dans la violation en précisant le nom et la qualité des tiers, par exemple un sous-traitant, un responsable conjoint, etc. Donc là, vous mettrez les coordonnées effectivement de Rendez-vous 360. Je ne sais pas s'il y a une place pour le délégué aussi, on doit être quelque part, je ne sais plus où on est. Bon, on va voir ça. La date, alors la nature de la violation, date de la violation. Vous voyez là ici, c'est plus détaillé que dans le logiciel Madis. Dans le logiciel Madis, c'est vrai que c'est un peu plus synthétique.
D'où l'intérêt de faire ça à côté. La violation s'est étendue sur une période déterminée. Alors, date et heure de début, ben, le sous-traitant a déclaré le 7 et date et heure de fin le 12. Alors, vous verrez dans le document en fait, qu'ils ont envoyé, ils ont dit que la violation a eu lieu entre le 7 et le 9. Mais ils indiquent qu'ils ont détecté en fait l'incident le 12. Donc, moi, je considère que c'est entre le 7 et le 12, puisqu'en fait, ils ont mis en place des mesures le 12. Hein, je préfère qu'on soit plus large. Vaut mieux être un peu plus large que pas assez. Donc voilà. La date et l'heure de la prise de connaissance de la violation. Alors là, j'ai mis une date, mais vous mettez vraiment celle où vous avez pris connaissance en fait de cette violation de données. Les commentaires sur les dates, n'hésitez pas ici à indiquer en fait que vous avez reçu par exemple un email de votre délégué à la protection des données qui a eu l'information, etc. Hein. N'hésitez pas. Là, l'idée, hein, c'est d'être transparent hein, auprès de la CNIL. Hein. Les circonstances dans lesquelles vous avez découvert la violation, les motifs de retard de notification. Alors effectivement, entre cette date-là, la date de prise de connaissance et de notification, alors là, comme vous avez pris connaissance, par exemple, si c'est le cas hein, pour vous, le 21, c'est-à-dire hier ou aujourd'hui, le 20 ou le 21, dans ce cas-là, là, il n'y a pas de motif de retard puisqu'on est dans les 72 heures. Si par exemple, eh bien, vous aviez bien eu connaissance, mais que la notification n'a pas été faite tout de suite, eh bien, dans ce cas-là, vous expliquez en fait que vous n'avez pas pu analyser les données ou enfin voilà, faut expliquer. En tout cas, lorsqu'on dépasse les 72 heures, il faut pouvoir expliquer le motif de retard de la notification. Donc la nature, on l'a vu tout à l'heure, hein, perte de confidentialité. L'origine de l'incident, alors là c'est pareil, sauf que en plus, pareil que pour dans Madis, sauf que là en plus on peut marquer export frauduleux de données du logiciel Rendez-vous 360. Descriptif détaillé de la violation. Donc là, ici, alors attendez que je ne fasse pas de bêtises, on est où? Décrire l'incident, etc. Donc là, vous verrez avec les documents que je vous ai donnés, c'est voilà, un individu. En fait, le texte, c'est un individu non autorisé a réussi à accéder à un des comptes administrateurs de Rendez-vous 360. Vous avez tous les éléments dans les documents que je vais vous mettre dans vos preuves. Hein. Donc, vous aurez tout ça. Les causes, vous pourrez marquer acte externe malveillant. La nature des données, bon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de données sensibles. Le nombre d'enregistrements, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je passe vite fait parce que c'est la même chose. Là, vous pouvez préciser effectivement que ce sont des administrés qui sont concernés. Alors, vous pourrez peut-être mettre aussi, je ne sais pas comment vous nommez les autres communes peut-être, comment vous... Bon, vous rédigerez comme il faut, hein, évidemment. Le nombre de personnes concernées, bon, là, c'est ce que vous m'avez tous noté dans le chat ou ce que vous m'avez déjà communiqué. Les mesures de sécurité préalables à la violation. Alors là, en fait, vous avez tous ces éléments dans le bulletin de sécurité du sous-traitant. Donc ça, c'est lui qui avait mis des mesures préalables et qui en a mis ensuite voilà, après la violation de données. Donc ça, moi, je vous conseille de les re-rédiger ou alors, effectivement, de marquer « Voir bulletin de sécurité ». Vous avez la possibilité dans la déclaration de mettre des pièces jointes. Donc, vous pouvez très bien mettre en pièce jointe le bulletin de sécurité. Moi, je vous recommande quand même de noter ce qui était noté, même si ça prend un petit peu de temps de rédaction, c'est quand même plus précis en fait. Alors, je vois en filigrane sur le document que vous présentez qu'il ne faut pas envoyer le document à la CNIL, c'est une déclaration. Oui, pardon, oui. Alors, j'ai peut-être pas été assez claire. Oui, ce document, c'est un document de préparation et que je vais vous mettre en preuve aussi dans ma disque. Comme ça, vous aurez tous les éléments. Par contre, la déclaration, c'est une télédéclaration. C'est-à-dire, vous préparez ça. Et, enfin, comme il est déjà quasiment prêt, hein, ce que je vais vous donner. Et en fait, c'est une télédéclaration sur le site de la CNIL. Hein. Voilà. Voilà, donc les conséquences, bon, vous verrez aussi, moi ce que j'ai marqué, c'est que toutes les conséquences là sont possibles sur la perte de confidentialité. Des données ont été diffusées plus que nécessaire et ont échappé à la maîtrise des personnes concernées. Les données peuvent être corrélées avec d'autres informations relatives aux personnes concernées. C'est ça le danger en fait.
Les données peuvent être exploitées à d'autres fins que celles prévues ou de manière non loyale. Bon, ça, c'est vraiment des éléments voilà, de perte de confidentialité. Et moi, je me permettrai aussi de cocher autre et de marquer voire bulletin de sécurité. Il n'y a pas de perte d'intégrité ni de disponibilité. Les préjudices, là j'ai marqué la nature des impacts, perte de contrôle des données, fraude, autres impacts, encore une fois, voire bulletin de sécurité. Alors là, sur l'estimation du niveau de gravité, moi, comme je vous disais, je suis plutôt sur du limité, mais je vous laisse évaluer aussi. Les mesures techniques et organisationnelles, donc là, les communications, en fonction de ce que vous aurez choisi, vous choisissez, oui, les personnes ont été informées, non, mais elles vont l'être, non. Et là, vous pouvez préciser, vous pouvez dire, elles le seront dès que le sous-traitant nous permettra de le faire. On va demander, vous pouvez expliquer que vous allez demander au sous-traitant de faire cette communication, si vous choisissez ça. Et si elles ne le sont pas, il faut expliquer que vous estimez que les personnes, le risque n'est pas élevé, ou alors qu'il y a suffisamment, hop là, il y a suffisamment de mesures techniques qui vous permettent de penser que voilà, ça n'a pas de conséquences. Enfin, là, même si la violation de données a été arrêtée, les données, elles sont quand même parties. Donc, c'est ça la difficulté en fait de l'événement. Voilà. Appelle-moi, toi. Je peux pas. Je ne trouve pas les mesures préalables à la vue. Alors, ils l'ont marqué. Alors, si ce n'est pas sur le bulletin de sécurité, c'est peut-être dans le modèle de déclaration. Je vais vous dire. Je l'ai vu quelque part, alors. Alors oui, c'est dans, pardon, oui, c'est pas dans le bulletin de sécurité, c'est dans le modèle de déclaration CNIL de rendez-vous 360. Accès restreint, les mesures de protection existantes au moment de l'incident, accès restreint par authentification à l'interface administrateur du sous-traitant, nombre d'administrateurs limité, journalisation des actions. Voilà ce qu'il y a. Donc vous l'aurez, hein, c'est le point 7, page 3, en fait, de la déclaration CNIL. Donc ça, vous pourrez le prendre ici, hein. Et effectivement, voilà, au niveau de la communication, si vous choisissez de ne pas le faire, parce que justement, il y a trop de personnes concernées, etc., la notification exigerait des efforts disproportionnés, etc. Et voilà. Là, il y a marqué, dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique. Franchement, si le prestataire peut adresser directement aux personnes le truc, c'est mieux. Parce que faire une communication publique, c'est pas, enfin, je pense que c'est pas adapté là. Il n'y a pas de notification transfrontalière ou quoi, donc là, pas de traitement transfrontalier, a priori. La violation, alors à vérifier dans votre contrat, mais je vérifier quand même qu'il n'y ait pas de transfert hors de l'Union européenne, mais je ne pense pas. La violation a ou va être notifiée à une autorité, donc là non. La violation va être notifiée à une autorité non européenne, là non plus. La violation a été ou va être notifiée à une autre autorité, donc normalement non. Et voilà, donc là, on a terminé. Donc ça, c'est le document que vous pouvez préparer avant de faire faire votre déclaration en ligne, hein. Oui, alors comme vous dites, hein, en termes d'image de la collectivité, c'est mieux également que ce soit le sous-traitant qui en informe les usagers. Il va oui, alors c'est sûr, il va les informer en votre nom. Donc, à vous aussi, oui, surtout que ça tombe à la mauvaise période, vous avez tout à fait raison, c'est bien le problème. Donc, c'est à vous aussi, prenez bien le temps de rédiger l'email, enfin, ou la communication pour qu'elle soit bien mesurée et que les personnes, comment dire, prennent cette communication pour comment dire, un geste en fait de transparence de votre part et pas un geste et pas une perte de confiance en fait de la collectivité, ce qui est le cas en fait, hein. La vérité, c'est que
vous allez être transparent pour ceux qui vont le communiquer aux personnes. Donc, c'est plutôt ça peut être très positif, en fait, de recevoir ce genre de communication. Hein. Mais après, voilà, faut voir avec Rendez-vous 360 quand ils vont pouvoir le faire, etc. Voilà, donc moi j'ai terminé là sur cette partie-là, donc la deuxième étape et la troisième étape, bah, la communication, bah, voilà, voir avec Rendez-vous 360 bah, comment ils peuvent le faire. Et vu qu'ils ont noté qu'ils pouvaient le faire, voilà, ça doit être possible. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, juste après, dès qu'on a terminé le webinaire, je vous mets toutes les pièces, hein, donc les 3 pièces de RDV 360 et ce modèle-là qu'on vient de voir ensemble. Avec ça, normalement, vous êtes équipés. Alors, faut-il avoir un compte? Alors, attendez, je reprends. On peut visualiser l'exemple de Cobb. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pour la question, est-ce qu'il faut avoir un compte pour déclarer sur le site de la CNIL? Normalement, non. Alors, je vais vous montrer, hop, je vais vous montrer le modèle de mail. Hop, je partage le document. Alors, est-ce que vous voyez email type pour prévenir les usagers? C'est bon? Ouais. Voilà. Donc, voilà, hein, vous pouvez reprendre le texte et puis le remettre un petit peu à leur sauce. Hein. Alors, attendez, je regarde. Et pour ceux qui n'ont pas d'email, courrier, qui paye les envois? Ah, ben ça, c'est une très bonne question. Je pense que vous pourriez demander à Rendez-vous 360 cette question-là. Alors, Madame, Monsieur, la commune souhaite vous informer en toute transparence qu'un accès non autorisé a été constaté chez notre prestataire technique Rendez-vous 360, utilisé pour la prise de rendez-vous en ligne. Cet accès a permis l'exportation de certaines données que vous aviez communiquées à la mairie lors de vos démarches en ligne. Les données potentiellement concernées sont les suivantes: nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, code postal et ville, le cas échéant. Donc là, vous, si par exemple, vous savez que vous n'avez pas le code postal et ville, vous pouvez l'enlever. Hein, vous le faites vraiment en fonction voilà, de ce qui était dans vos données. Mais peut-être que ça diffère aussi d'une ligne à l'autre. Voilà. Alors, il marque aucune donnée notre donnée n'est concernée, aucune donnée sensible, aucun document ou pièce d'identité, aucune donnée financière et aucun mot de passe n'a été accessible ou exfiltré. Voilà. L'accès frauduleux a été identifié rapidement, analysé et sécurisé. Des mesures techniques renforcées ont été mises en place par notre prestataire pour empêcher toute réitération. Quel risque pour vous? Les données concernées ne permettent pas une usurpation d'identité complète. Alors, c'est vrai, mais effectivement, ce qui marque après est vrai aussi. Cependant, elles peuvent favoriser des tentatives de phishing, email frauduleux, de SMS frauduleux ou d'appels téléphoniques trompeurs visant à obtenir de vous des informations supplémentaires ou un paiement. Donc, et c'est ça, en fait, qui est vraiment compliqué. Puis aujourd'hui, bon, vous devez le vivre aussi comme tout le monde. C'est de plus en plus fréquent. Et ces données recoupées avec d'autres données, ben, ça donne beaucoup de matière, en fait, aux pirates. Hein. C'est vraiment le risque. Hein. On paye un logiciel, c'est à eux d'assumer, oui. Voilà. Alors, les mesures de vigilance recommandées, nous vous invitons dans les prochains mois à faire preuve d'une vigilance accrue et à appliquer les recommandations suivantes. Ne pas communiquer d'informations personnelles par email, SMS, téléphone en cas de doute sur l'identité du demandeur. Ne pas cliquer sur des liens reçus ou SMS lorsque l'origine du message n'est pas certaine. Vérifier systématiquement l'adresse de l'expéditeur. En cas d'appel suspect, interrompre la communication et contacter directement le service officiel concerné. Ne jamais transmettre vos identifiants, mots de passe, code de sécurité ou informations bancaires. Donc là, après, il donne des liens qui sont très intéressants. Alors, la CNIL, bien sûr. Cybermalveillance, c'est vraiment... moi, je mettrais peut-être même ça en premier parce que sur les problèmes comme ça, c'est vrai qu'il y a des petites fiches, des petites méthodes qui permettent, si on a un doute, même pour vous, hein, en tant que particulier, qui sont quand même assez intéressantes. Voilà, service public, conseil pour les arnaques, voilà, très très bien.
Et besoin d'assistance après, si vous pensez avoir reçu un message suspect ou avoir été la cible d'une tentative frauduleuse, vous pouvez contacter la mairie qui vous orientera vers les démarches appropriées. Alors oui, nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Voilà. Donc voilà le modèle en fait qu'il propose. Moi, je le trouve quand même assez bien rédigé. Vous pouvez le modifier encore une fois, hein, mais voilà, je le trouve assez factuel. Voilà. Pourquoi renvoyer vers la mairie? Ben, parce que c'est vous le responsable de traitement. Donc ça, c'est vrai que alors, nous sommes d'accord. Si un usager, c'est bien rendez-vous qui est responsable. Alors, en fait, oui, alors ils sont responsables de leurs mesures de sécurité, mais vous, vous êtes responsable en fait du traitement. Donc, c'est vous qui gérez ça et qui avez choisi un prestataire. Alors après, s'il y avait des poursuites, etc., ben, c'est à étudier au cas par cas. Ils sont responsables du traitement de la sécurité des données, etc., hein. Donc, en fait, voilà. Mais vous êtes quand même l'interlocuteur des usagers en ce sens et vous êtes responsable de ce traitement-là sur les cartes d'identité, etc. Les outils que vous utilisez, c'est vous l'interlocuteur, hein. Voilà. Que devrons-nous répondre à ces personnes? Ben, en fait, pas plus que ce qui est noté. C'est-à-dire que la seule chose que vous pouvez leur dire, si jamais après ça, les personnes vous appellent, c'est de leur dire, ben, on a préféré vous prévenir parce que quelqu'un pourrait se faire passer pour la mairie et vous demander des copies de documents, etc. Et voilà, on a préféré vous prévenir en ce sens. Est-ce qu'on peut demander un rendez-vous 3 heures de limiter désormais la collecte aux données au numéro de téléphone? Ben, en fait, de toute façon, en tant que responsable de traitement, vous devez pouvoir exiger des données personnelles qui sont collectées sur l'outil. Donc, quel que soit le sous-traitant, c'est vous qui décidez de ça normalement. Mais si c'est à vous de renseigner ou non les champs, effectivement, vous pouvez très bien aussi décider qu'en interne, au niveau de toutes les personnes qui vont utiliser cet outil, de faire une note de service ou enfin un document indiquant que voilà, vous ne prenez que les numéros de téléphone. Bon, après, c'est vrai que vu le contexte et les mesures de sécurité en fait qu'ils ont mises en place, je pense que ça devrait normalement plus se reproduire. Donc là, ils ont mis quand même tout un arsenal de mesures de sécurité qui devraient éviter que ça se reproduise. Euh, voilà. C'est à nous de renseigner ou non les champs, mais utile pour la remise des titres. Et oui, d'accord, sauf pour les gens qui prennent rendez-vous à l'extérieur, c'est toute l'ambiguïté, oui. Ouais. Donc, je regarde un petit peu, oui, vos commentaires et questions, hein, parce que, bah oui, oui, c'est toute la difficulté, d'où vraiment l'intérêt d'échanger avec le responsable de traitement si vous devez prévenir ou pas les usagers. En tout cas, moi, ce que je vous indique, c'est que, alors déjà, on a fait la déclaration ensemble, enfin le registre ensemble, donc ça, c'est une première étape indispensable. Pour ceux qui n'ont pas pu le faire, hein, je vous invite à le faire rapidement. Moi, ce que je recommande vraiment, c'est de le faire aussi auprès de la CNIL, parce qu'au minimum, hein. Après, bah, les usagers, moi, je pense que c'est bien parce que il faudrait vraiment pas que quelqu'un se fasse passer effectivement pour la mairie et que ça aille plus loin. Et là, ce serait vraiment ennuyeux. Mais c'est à vous vraiment de voir ce qui est raisonnable ou pas, faisable ou pas pour vous. Le bon vieux répertoire à la main. Bah oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous avez suffisamment d'éléments pour, là, vous voyez bien ce que vous allez pouvoir faire, comment? Eh ben, merci pour le compliment. C'est gentil, merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Ben, écoute, ben, merci beaucoup. Alors, merci pour vos merci. Et puis, voilà, si vous avez des difficultés avec, malgré ces éléments, hein, évidemment, vous pouvez nous recontacter. Vous avez l'assistance juridique, vous avez le petit bouton. Et comme je vous dis, hein, de toute façon, je pense que je vais refaire un webinaire lundi prochain pour ceux qui n'ont pas vu l'info.
Et même au-delà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous souhaite bon courage dans ces nouvelles démarches. J'imagine que vous n'aviez pas besoin de ça en plus, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, eh bien, un bon week-end parce que voilà, il arrive lui aussi. Voilà. Merci, bonne journée. Au revoir à tous.